Fidèles téléspectateurs de African TV, la chaîne filiale de Gandhi Malien TV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur nos plateformes. Bienvenue dans votre émission Paroles aux Africains, l'émission qui a pour objectif de décoloniser les esprits à travers des analyses pertinentes et des propositions concrètes de solutions. Pour le numéro de ce vendredi 3 octobre 2025, nous avons plusieurs thématiques, à savoir les discours du ministre togolais des Affaires étrangères tenu à la 80e session de l'ONU à New York. Comme vous le savez tous, l'Assemblée générale des Nations unies a eu lieu du 23 au 29 septembre 2025 à New York. Sur la tribune, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a attiré l'attention sur une injustice visuelle, à savoir la sous-représentation de l'Afrique dans les cartes mondiales. Comment réparer cette bourde ainsi que les autres torts causés à l'Afrique durant la colonisation? Nous allons en parler dans cette émission. Après cela, nous allons également évoquer le discours de l'AES tenu par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga. Un discours dans lequel il a fait des dénonciations, notamment par rapport aux ingérences étrangères ainsi que les États sponsors du terrorisme. Nous en parlerons également dans cette émission. Après cela, nous parlerons de l'interview du président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, accordée aux journalistes nationaux et internationaux le 28 septembre dernier. Dans l'interview, il a parlé sur plusieurs domaines, notamment la sécurité, la politique ainsi que la société. Que retenir de l'interview? Ça sera également l'objet de notre discussion aujourd'hui. Après cela, nous parlerons de la visite du président nigérien au Mali et au Burkina Faso, une visite d'amitié et de travail qui a eu lieu par le général Abdourahmane Tchani le 30 septembre dernier au Mali et au Burkina Faso dans le cadre de la Confédération. Que retenir de cette visite? Nous allons également en parler dans cette émission du 3 octobre 2025. Voici pour le sommaire. Pour le développement, ça sera tout de suite avec l'habitué du plateau, le doyen Daniel Koulibaly, l'inspecteur de la douane à la retraite. Monsieur Koulibaly, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi de venir sur ce plateau. Ok. Vous avez des mots à l'endroit de nos téléspectateurs? Bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV. Oui. Malheureusement, je n'ai pas de co-débatteur aujourd'hui en raison de différentes préoccupations. Tout à fait. Bonsoir à tous les téléspectateurs de African TV, d'une manière particulière et plus généralement, bonsoir à tous les téléspectateurs de Gandhi TV. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers doyens, d'avoir honoré notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure en l'introduction, la 80e session de l'ONU a eu lieu du 23 au 29 septembre 2025. Au cours de l'Assemblée, il y a eu vraiment beaucoup de discours. Notamment, nous allons nous intéresser au discours du ministre togolais qui a eu lieu le 27 septembre 2025. Dans le discours, on a vu que le ministre togolais Robert Doucet a attiré l'attention sur une injustice visuelle qui a existé ou qui continue d'exister déjà dans le monde. Il s'agit de la sous-représentation de l'Afrique dans les cartes mondiales. Avant d'entrer dans les détails, notamment la sous-représentation de l'Afrique déjà, on va prendre le discours d'une manière générale. Quelle analyse faites-vous du discours du ministre togolais? Merci, madame. Le discours du ministre togolais ne recèle pas que le problème de la minoration de la place de l'Afrique sur la carte. Oui. Il y a d'autres thèmes qui ont trait au panafricanisme. La réparation des préjudices causés par exemple par la colonisation. Et puis il y a bien d'autres sujets qui ont prévalu dans son discours. D'accord. Pour ce qui concerne la minoration de la place de la carte sur le map-monde, si c'est une injustice, il y a déjà une commission, je crois, au niveau de l'Union africaine pour porter ce projet de réparation ou de rectification. Je dirais bien rectification. Oui. Bon, ça ne cause pas plus de mal si cela est rectifié.
Mais à mon sens, je n'ai pas encore perçu ce que ça a pu nous causer comme problème. Ok. Peut-être qu'on peut rectifier, c'est une erreur, et que sur le plan visuel, ça peut causer une certaine sensation. Mais même pour les cartes, il était dit qu'en réalité, la carte était faite de manière à ce que les pays européens sont les pays du Nord, situés au nord de l'Afrique. Et que c'est le contraire, c'est l'Afrique qui est située, les pays du Nord sont situés au sud. Au sud de l'Afrique. Ça, c'est un autre problème qui n'a pas été évoqué. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'était quelque chose qui a circulé à un moment donné. Donc, si effectivement ça représente une erreur ou une injustice, peut-être qu'il faut la réparer, mais je ne vois pas, personnellement, jusqu'ici, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus. Ok, la réparation. La rectification. Ok. Voilà. Le second problème, c'est la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Okay. Bien d'autres pays ont évoqué ce problème et je crois qu'on finira par y arriver, mais je pense qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Comment? En ce sens que représenter l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, par exemple au niveau de l'Europe, de l'Amérique, les États-Unis font partie du Conseil de sécurité, mais ne représentent pas un continent. La France et anciennement l'Angleterre, la Grande-Bretagne, faisaient partie du Conseil de sécurité, mais ne représentaient pas le continent européen. C'est des pays qui se représentent eux-mêmes, mais ils ne sont pas là-bas au titre au nom du continent. Bon, la Chine, il en est de même, et l'Union soviétique, il en est de même. Prendre un pays ou deux pays qui vont représenter l'Afrique pose d'autres problèmes. Et je crois qu'il faut résoudre ces problèmes-là avant d'en arriver à une représentation de l'Afrique au niveau de cette instance. Quels sont ces problèmes? Au niveau du Conseil de sécurité, les pays qui sont présents là-bas ont un droit de veto. Qu'ils emploient en fonction de leur intérêt. C'est ce qui risque d'arriver quand nous, l'Afrique, une place ou deux places sont données à l'Afrique. Il y a un problème à résoudre, parce que on peut en profiter pour nous mettre en conflit encore. Autant éclaircir les choses, baliser le terrain. Si l'Afrique doit être représentée par un ou deux pays au Conseil de sécurité, on doit dire que le pays qui va représenter l'Afrique mettra son droit de veto au service d'un pays tant que ce pays est en conflit avec un pays d'un autre continent, d'un continent autre que l'Afrique. Ok, c'est-à-dire mettre le veto au service de tous les pays de l'Afrique. De tous les pays de l'Afrique, en fonction des problèmes qui sont là-bas, pourvu que ce problème ne soit pas entre deux pays africains. Chaque fois qu'un pays a besoin d'une collaboration avec un des deux pays représentés et qu'il souhaite qu'on mette le veto, ou bien qu'il souhaite qu'on soit les porte-plumes de l'Afrique, d'un pays de l'Afrique, ils doivent se mettre au service de ce pays-là. Ils ne sont pas là-bas intuités pays, c'est-à-dire en raison de leur pays propre. Ils sont là-bas au nom de tous les pays africains qu'ils vont servir en temps utile chaque fois qu'ils ont des problèmes. Il faut baliser ce terrain avant qu'on y arrive, sinon on va avoir des problèmes. Mais est-ce que l'Afrique soit représentée par un ou deux pays, cela n'est pas l'idée? Est-ce que l'idée ne serait pas de faire ressortir l'union de l'Afrique pour faire le poids face aux autres puissances du monde? Bon, je vous ai dit, les autres pays qui représentent, les autres pays du Conseil de sécurité ne représentent pas un continent. Ils représentent les intérêts d'un pays. Et nous, à la différence de ceci, on va avoir des gens qui doivent représenter le continent. Il faut que ce soit des pays qui représentent le continent pour éviter les pièges de l'isolement ou bien de l'exercice à leur seul profit. Parce que quand on est un pays à ce niveau du Conseil de sécurité, il faut savoir une chose, le pays qui sera là-bas, le pays ou les pays qui représenteront l'Afrique, s'ils sont esselés, ils peuvent faire l'objet de pression
de la part des autres pour exercer ou ne pas exercer le droit de veto. Donc, ils seront livrés. C'est leur intérêt propre qui sera remis en cause. Donc, pour éviter que leur intérêt soit remis en cause à cause d'une prise de position, il faut qu'il soit spécifié qu'ils seront là au nom de l'Afrique et qu'ils mettront leur droit de veto au service du pays africain qui a des problèmes et dont les problèmes arrivent au Conseil de sécurité. Cela, dans la seule exception que ce ne soit pas entre deux pays africains. Voilà, si c'est entre un pays africain et un pays hors continent africain, en ce moment, ils représentent leur droit de veto est mis au service de l'Afrique, du pays africain qui a des problèmes là-bas. Oui. Voilà. D'accord. Il y a un troisième problème, c'était la réparation des dommages causés par la colonisation. Moi, je ne suis pas toujours sur la même ligne que les autres. Les gens voient les réparations matérielles. Il y a des choses qui sont passées. Excusez-moi, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Comme moi, principalement, le plus grand dommage causé à l'Afrique, vous savez, chaque pays a son évolution. Nous n'étions pas arrivés quand la colonisation venait ici, et ils avaient connu l'électricité. Nous, on ne l'avait pas encore connu. Mais il y a des trucs de base tels que le sel qu'on avait découvert, le feu qu'on avait découvert, la parole, la musique. Il y avait plein de choses qu'on avait nous-mêmes avant leur arrivée. Ils nous ont amené une civilisation qui avait 200 ans d'avance sur nous. De sorte que notre évolution normale, rien ne dit qu'on ne se serait pas évolué normalement pour aller vers l'électricité. Rien ne le dit. Nous avions peut-être un schéma de développement différent du leur, mais qui pouvait nous amener à quelque chose de positif. On a coupé cet élan de développement. Et en tenant compte de nos cultures, de nos valeurs. Tout ce que nous avions nous-mêmes inventé et qui était le fondement de notre développement, on a mis un frein brutalement à tout ça. Et ça, on ne peut pas le récupérer. Non, ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Est-ce qu'on peut nous payer ça? Non. Aucune réparation financière ne peut remettre ça en cause. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que notre schéma normal d'évolution a été interrompu brutalement. Et on ne pourra plus jamais le retrouver parce qu'on nous a plongé dans une civilisation en termes de développement qui avait 200 ans d'avance sur nous. Et on est toujours en train de courir derrière cet optimum-là. Nous avons eu de la difficulté à nous retrouver dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Maintenant, moi, quand on parle de réparation, je préférais une réparation morale. C'est-à-dire une réparation fondée sur l'enseignement de toute la colonisation, des torts que la colonisation a causés à l'Afrique. Et ça, dans tous les continents qui ont eu à coloniser. Ceci est extrêmement important parce que quand c'est enseigné, la perception que les jeunes Européens, par exemple, ont de nous peut changer. Quand ils sont mis en face de la responsabilité de leurs aïeux qui ont investi l'Afrique, qui l'ont pillé, qui l'ont esclavagisé, qui en ont fait ce qu'ils veulent, si aujourd'hui c'est enseigné dans ces continents-là, tous les jeunes qui vont à l'école se rendront compte du tort qui a été fait à l'Afrique. Et quelque part, ça va participer au rééquilibrage de la vision qu'ils pourront avoir des Africains. Parce qu'aujourd'hui, quand ils nous voient, ils pensent qu'un jeune Européen qui n'est jamais venu en Afrique, il a une perception de l'Afrique. C'est des hommes sous-développés qui couchent dans les arbres. Moi, j'ai une cousine de ma femme qui est venue des États-Unis. Dès l'aéroport, elle était ébahie. Son père est malien, sa mère est malienne, mais depuis sa naissance, elle n'avait pas mis pied ici. Elle ne s'est jamais imaginé qu'il y avait un aéroport, à plus forte raison, des constructions, des buildings à 3, 4 niveaux. Elle ne le savait pas. Donc c'est quand elle est venue, elle est tout ce qu'elle a vu était contraire à la perception qu'elle avait eue. Bon,
Et on fait de nous des singes qui montent encore de l'arbre. Et pensez que chez nous, ici, on couche toujours sur les arbres. Donc, moi, ce que je souhaiterais en tant que réparation, c'est une réparation morale, en exposant les préjudices causés et tout ce qu'il y a eu comme génocide, comme esclavagisme, comme traitement inhumain qu'on nous a infligé. Et cela va contribuer à changer les regards des jeunes de ces pays-là. Et je pense que ça, c'est plus bénéfique que de nous remettre de l'argent. S'il faut peut-être faire une réparation matérielle, parce que ce que le ministre togolais a proposé, c'est un investissement massif. En raison de quoi? C'est les investissements massifs pour réparer quoi? Et qui va bénéficier de ces... Est-ce que nous avons eu les mêmes torts? Non. Et comment équilibrer ça? Ça pose des problèmes. C'est pourquoi moi je pense, et d'ailleurs, ça va être un motif pour dire, bon, désormais on vous a donné de l'argent, on ne peut plus se sentir coupable. Et donc moi je préfère les réparations morales que moi je propose à une réparation matérielle. Voilà ce que je voulais dire à propos des... D'accord. Réparation morale dans le sens aussi de réécrire l'histoire, parce que l'exemple que vous avez évoqué, c'est parce que aussi ce qu'on raconte à ces jeunes-là est vraiment différent de la réalité. De la réalité, voilà. Vous avez tout compris. D'accord. Nous allons revenir par rapport à la sous-représentation de l'Afrique sur les cartes mondiales. Est-ce que selon vous, à l'époque, il y avait un objectif particulier par rapport à cette sous-représentation-là? Est-ce que c'était calculé, donner une petite place à l'Afrique pour qu'elle soit perçue d'une manière qu'on veut qu'elle soit perçue? Je ne saurais le dire. Vraiment, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas comment c'est arrivé de cette façon-là. Mais encore une fois, s'il faut rectifier, moi je ne parle pas de réparation, mais de rectifier cette perception de l'Afrique sur la map monde, sur la carte mondiale, je pense qu'on peut le faire, mais je ne vois pas ce que ça peut nous rapporter en termes de réparation matérielle ou autre chose que la perception de la grandeur de la surface de l'Afrique. Je ne vois pas autre chose. Donc c'est insignifiant Non, pas insignifiant en fait, mais honnêtement, je dis, moi je ne vois pas ce que parce ça peut... Parce qu'on voit que c'est le combat actuellement de l'Union africaine. C'est pourquoi je dis que ce combat est un combat qui est minime par rapport aux thèses ou aux thèmes qu'a soulevé le ministre togolais en ce qui concerne la réparation des dommages causés à l'Afrique par les... et en ce qui concerne la perception ou bien la réservation d'une ou de deux places aux pays africains au sein du Conseil de sécurité. Voilà. C'est moins important pour moi que ces deux autres thèmes. D'accord. Nous allons rester toujours dans le cadre de la 80e session de l'ONU. Nous avons vu que notre Premier ministre, le général de division Abdoulaye Mega, il a tenu un discours au nom de l'AES et que les autres pays également se sont retrouvés dans ce discours-là. Dans le dit discours, il a fait des dénonciations, notamment par rapport aux ingérences étrangères, les États sponsors du terrorisme au Sahel et même les failles de l'organisation elle-même. Quelle lecture faites-vous de ce discours-là? Moi, je dirais que c'est un discours convenu. Ça ne m'a pas surpris parce que c'est le principal problème actuellement. De la Confédération, des pays de la Confédération, le problème de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est le premier ministre de la Confédération, puisque la présidence est confiée pour le moment au Mali. Donc, il est le premier ministre de la Confédération. Son discours est un discours qui est prononcé au nom de tous les pays de l'AES. Ça, c'est la deuxième clarification. Premièrement, comme je l'ai dit, il porte la parole de l'AES parce que la présidence est actuellement au Mali. Voilà. Et donc, en ce sens, il a parlé des problèmes plutôt qui intéressent tous les pays de l'AES, qui reposent sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la défense et la sécurité, ce qu'ils appellent les 3D, défense et sécurité. Le deuxième pilier, c'est le développement. Le troisième pilier, c'est la diplomatie. Bon, en ce qui concerne le premier pilier, défense et sécurité, c'est un problème aujourd'hui ardu et qui implique tous les pays au même titre, pratiquement, exposés au terrorisme. Et dans cela,
il a fait un distinguo. Il a repris le problème au niveau de la confédération uniquement d'abord. Ensuite, il a reporté le problème au niveau de la région et de l'international. Au niveau de la confédération, il a parlé d'une manière générale des mouvements terroristes qui essaiment tous les trois pays. Mais au niveau régional et international, il a cité des pays qui sont frontaliers avec les pays de l'AES et qui sont impliqués dans l'aide aux terroristes. Et il a notamment cité l'Algérie et la France. Au niveau international, l'Algérie au niveau des pays frontaliers, la France et l'Ukraine. Oui. Il a évoqué les retombées des problèmes ukrainiens qui sont venus pour soutenir les terroristes et créer des problèmes à l'Union soviétique, à la Russie, qui soutient les pays de l'AES dans leur combat contre le terrorisme. Donc, au niveau régional et international, il a posé ces deux problèmes. Au niveau développement, il a parlé de la Banque sahélienne d'investissement, qui sera le maillon qui va soutenir les grands projets sur lesquels les trois pays de l'AES vont s'entendre. Maintenant, sur le plan, on avait dit défense, sécurité, développement et diplomatie, le fait que lui-même il ait pris la parole au nom de l'AES prouve à suffisance que c'est la diplomatie de l'AES qui est mise en avant et qu'on a tendance à faire adouber par les instances de l'ONU. D'accord. Voilà, il y a ces trois problèmes. Maintenant, si vous regardez il n'a presque pas parlé des problèmes du Mali. Il a évoqué le national uniquement en ce qui concerne la charte pour la paix, la cohésion. Voilà. Pour la paix, la réconciliation et la cohésion nationale, qui est le substrat de base sur lequel la transition va se reposer pour faire les autres développements. Okay. Je crois c'est ce dont il a parlé en ce qui concerne le national. D'accord. Et le cas est l'Algérie par rapport à l'ingérence algérienne ainsi que voilà, tout ce qui se passe actuellement entre le pays et l'Algérie. Il en a profité justement quand j'ai dit qu'il a pris le problème régional, le terrorisme, dans sa dimension régionale, il a cité l'Algérie. Dans sa dimension internationale, il a prolongé le calvaire de la France, en citant la France et l'Ukraine. Et tout ça avec des preuves en main. Et donc, il a réitéré, il fallait s'y attendre, que l'Algérie a fui le jugement. Or, vous me permettrez de situer Publius Cyrus, qui est né avant Jésus-Christ et qui est décédé avant l'ère chrétienne, qui avait dit « Qui fuit le jugement laisse assez supposer que c'est avec raison qu'on a pu l'accuser. » Dans les deux cas de la France, il l'a évoqué, où on avait déposé une plainte au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où la France s'est défiée, s'est débinée, n'a pas assumé ses responsabilités, et l'Algérie, contre laquelle le Mali a introduit une requête au niveau de la CIJ. Et l'Algérie, comme la France, se sont débinés. D'où il a cité Amadou Hampâté-Bâ. Moi, j'ai plutôt cité Publius. Oui. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous dites que nous sommes des menteurs. Tout le laïsme qui tourne autour de ça. Mais venez à la table, donnez vos raisons, permettez-nous de débattre officiellement de tout ce qu'on vous reproche. Vous avez le moyen de vous justifier et de mettre le Mali dans son tort. Mais si vous laissez tout ça... Mais ensuite, on a vu le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie répondre au discours du Mali au niveau de l'ONU encore. Bon, il n'a pas répondu. Le Mali a dit une chose. Vous avez prétendu que le drone survolait votre territoire, 2 kilomètres à l'intérieur de votre territoire.
Mais nous vous disons non, ce n'est pas ça. Mais si vous pensez que c'est ça, venez nous donner la preuve. Vous savez, on l'avait dit ici, il y a longtemps, lorsque le problème a éclaté, le nœud du problème, on ne voit pas par quelle alchimie un drone abattu à 2 km à l'intérieur du territoire algérien va tomber 9 km plus loin à l'intérieur du territoire malien. Les deux cumulés, 9 plus 2, ça fait 11. Oui. Et comment, par quelle alchimie ils peuvent expliquer que le point d'impact, c'était à l'intérieur de l'Algérie et que La chute. la chute n'a lieu que... Comment ils vont expliquer ça sur le plan technique? Oui. Nous, on l'avait dit ici, on s'était arrêté à 11 km, c'est-à-dire de là-bas. Oui. Mais le Premier ministre a pris du point d'impact ou du point de chute pour aller en Algérie et revenir. Il a fait par 2, ça fait 22 km. Lui, il a procédé de cette façon. Nous, sur le plateau ici, on avait dit 11 km du point d'impact prétendu au point où le drone est tombé. Oui. Mais ça, c'est techniquement, on ne voit pas comment ils peuvent expliquer ça. Et ils savent qu'ils n'ont rien à dire sur ça. Et donc, ils se mettent à côté, ils se mettent à insulter, à nous dévaloriser. Oui. Mais ils se gardent bien d'aller. Et c'est ce que la France a fait. La France venait nous pousser à exposer dans les journaux les faits qu'on leur reprochait avec les preuves. Ils allaient en profiter pour banaliser, pour discuter, pour bavarder. Et le Mali s'y est refusé en disant le lieu approprié pour ça, c'est bien le Conseil de sécurité. On ne va pas, c'est pas la cour de récréation où on va commencer à balancer nos atouts. D'accord. Maintenant, au-delà de ce qu'on peut dire sur ces sujets, sur les deux autres premiers ministres ont pris la parole. Ils ont tout de suite reconnu, ils ont admis, ils se sont associés au discours du Premier ministre comme étant le leur, avec des implications régionales qu'ils ont rappelées, parce que chacun a subi d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà, eux, ils ont pris leur implication régionale et ils ont un peu parlé de leur situation économique. Mais toujours est-il qu'ils sont restés dans la marge de manœuvre que le Premier ministre avait tranchée. D'accord. Maintenant, si on va au-delà de ça, moi, ce qui m'impressionne, ce n'est pas ça ce qu'ils ont dit qui est utile. Parce que, je l'ai dit, le discours du Premier ministre est un discours convenu. Chacun devait s'y attendre. Oui. Mais moi, je vois autre chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de contester les différentes accusations que le Mali a portées contre les pays environnants. Vous savez, le discours ambiant qui dit « Vous êtes en train d'accuser tout le monde est contre vous, qu'est-ce que ça, vous ne travaillez pas ?» Voilà un ensemble de discours contraires à la réussite de l'AES. Et c'est cela qui doit être déconstruit. Okay. Comment on peut le déconstruire? Chaque fois que le Mali, je vous donne des exemples. Le Mali a accusé en son temps le régime burkinabé qui était là-bas de servir de tremplin, de support aux terroristes. Mais après, c'est l'actuel président de la transition qui a confirmé que le Mali avait raison. Mais ceux qui nous traitent de menteurs ne le disent pas. La Mauritanie, il y a bien longtemps qu'on est en train d'accuser la Mauritanie. Mais il y a des faits qui révèlent cela. Un des premiers faits, c'est un ancien ministre arabe qui s'est retrouvé après 2012, qui s'est retrouvé en Mauritanie, qui a explicitement dit que les autorités françaises leur avaient promis la création de l'Azawad. Or, il a été ministre malien dans le gouvernement de Moussa Traoré, avant sa chute. Oui. Et il est en Mauritanie. Et s'il peut parler aussi librement en Mauritanie, c'est qu'il est à l'aise là-bas. Ça, c'est le deuxième problème. Oui. Le premier problème en ce qui concerne la Mauritanie, mais le deuxième problème en ce qui concerne les attaques combinées le long de la pantière mauritanienne entre le Mali et choses, les djihadistes n'attaquent jamais sans avoir un moyen de repli dans un pays proche.
Or, à Caille, aussi bien qu'à Goutoubé et autres, c'est la frontière qui nous sépare. De la Mauritanie. De la Mauritanie. Et naturellement, ils ne peuvent pas courir pour venir à l'intérieur du Mali. Ils préfèrent se replier. Et ceci est une preuve qu'ils se sont retrouvés là-bas. S'ils ont disparu, ils ont pu s'échapper, ce n'est que par un retournant, complicité. voilà, de la Mauritanie. Donc, on nous accuse d'accuser les gens à tort, sans preuve. Mais ça aussi, c'est un élément pour prouver que ce qu'on est en train de dire est vrai. Oui. Aujourd'hui, pour l'Algérie, ce qu'on a dit que c'est vrai. Si vous voyez l'attaque de Tinzaouaten, c'était il y a Tinzaouaten, Mali, Tinzaouaten, Algérie, ils ne sont pas très distants de plus de 10 km. Donc, s'ils nous attaquent, ils ont fait une embuscade à nos troupes. Et où est-ce qu'ils se sont repliés? Ce n'est pas au Niger, qui était trop loin. Ce n'est pas au Mali. Parce que revenir au Mali, c'est tomber dans la gueule. C'est un grand risque. Donc, ils ne pouvaient avoir un terrain de retraite qu'en Algérie. Et d'ailleurs, le fait que l'Algérie soutienne toute cette diplomatie qui consiste à remettre en jeu les accords qu'on avait signés, pourquoi ils y tiennent tant? Parce que le principe d'un médiateur, c'est de rester en équilibre au milieu. Oui. Mais dans leur médiation aujourd'hui, ils ont pris parti. Donc ça, c'est ce qu'on peut... Mais surtout encore, pour les prétendus FLR, il y a dernièrement quelqu'un qui est apparu sur une des télévisions en France. Je ne sais pas si c'était TV5 ou TF1. Pour déclarer officiellement qu'ils avaient le soutien et qu'ils sont aidés par la France et par l'Ukraine. Ce n'est pas nous qu'on l'a dit, c'est le porte-parole. Donc tout cet ensemble-là, ce sont des preuves. Qui sont des preuves, mais nous, nos contestataires à l'intérieur ne voient pas ça. Et c'est pourquoi il faut le rappeler en gros, pour dire, vous traitez le Mali comme quelqu'un d'un pays qui accuse tout le monde. Qui ne fait qu'accuser, oui. Voilà. Et dernièrement, je crois qu'on va en venir, le discours de... l'interview de... De l'eau Non, excusez-moi, j'ai un rhume qui persiste. Prenez un peu d'eau. Oui. Voilà, l'émission continue, l'émission Parole aux Africains, l'émission qui a pour objectif, je le disais tantôt, de décoloniser les esprits à travers des analyses pertinentes et des propositions concrètes de solutions. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons évoqué tout à l'heure le discours du ministre des Affaires étrangères du Togo à la tribune des Nations Unies, ainsi que le discours de l'AES tenu par le premier ministre malien général de division Abdoulaye Maïga. Bon, une des preuves aussi, il suffit d'écouter les généraux français. Le général Vincent Desportes, le général François Lecointre, qui non seulement a dit qu'il est important qu'on revienne nous coloniser, mais qui a fait un clin d'œil à l'Europe et a demandé que les pays européens restent unis. C'est un indicateur pour nous autres pays africains. Eux, les pays européens qui nous colonisent ou qui veulent revenir, demandent l'appui de tous les autres pour qu'ils s'unissent autour de cet objectif-là. Ça, c'est quelque chose qui doit nous taper à l'esprit. Ensuite, il y a le général Bruno Gardi, qui commande les camps de Lille, qui aussi a plaidé dans le sens d'un retour ou dans le sens du maintien de l'armée française en Afrique. Il y a le sénateur Christian Cambon, qui s'est fendu d'une interview où il était en train de dire qu'il faut il se maintienne en Afrique et que le Mali va payer le fait d'avoir chassé l'armée française. Oui, oui. Vous vous souvenez. Ensuite, le boss même, c'est Emmanuel Macron. Que n'a-t-il pas dit à propos des pays de l'AES? Il a dit qu'il faut... L'AES, c'est l'avenir de l'Afrique. L'avenir de la France, c'est l'Afrique. Et principalement l'Afrique de l'Ouest. Et plus spécifiquement, les pays de l'AES. Les États Donc, du Sahel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas renoncé. Ils savent la perte qu'ils ont eue. Et ils sont en train sur le pied de guerre pour qu'on revienne. Un des généraux aussi avait dit que c'est une bonne chose qu'on ait renvoyé l'armée
Parce que de l'extérieur, ils peuvent monter des coups et ne pas paraître. Et ça, je crois que c'est aussi François Lecointre qui a dû le dire. Donc, tout ceci doit taper à l'esprit de celui qui n'est pas convaincu de ce que le Mali est en train de dire. C'est-à-dire il y a des pays qui se sont donné le change pour revenir nous coloniser et nous exploiter. D'une autre manière. D'une autre manière, d'une manière plus fluide. Et donc, tout ce qu'ils ont à dire, c'est de renouer avec ces gens-là et de reprendre les mêmes choses et pour espérer aboutir à un autre résultat. D'accord. Voilà. Ok, déjà, concrètement, vous l'avez tantôt évoqué, mais quel est l'intérêt pour l'AES de tenir un discours unifié comme ça a été le cas au niveau de la session? Bon, c'est déjà implanter l'idée de l'AES dans l'esprit ou dans les conceptions de toutes les organisations régionales et internationales. Okay. L'ONU, se faire reconnaître en tant qu'entité est très important. Et donc, prendre le discours, donner le discours du pays qui représente l'AES en matière diplomatique au Premier ministre malien, qui fait figure en ce moment de Premier ministre de l'AES, est extrêmement important parce qu'on donne une image, on vend une image, celle d'une entité qu'il faut prendre en compte en tant que telle. D'accord. Voilà. Ok. Nous avons vu qu'au cours de l'Assemblée générale de l'ONU, dans beaucoup de discours, il y a eu des dénonciations par rapport à l'organisation elle-même, c'est-à-dire les failles de l'ONU ont été fortement évoquées. Alors, pensez-vous qu'une réforme de l'ONU est-elle possible? Tout le monde le réclame, même quand on dit qu'il faut que l'Afrique intègre le Conseil de sécurité, c'est une réforme. Oui. Les relations internationales, comme l'a dit Samir Amin, un économiste égyptien qui est décédé, qui a beaucoup défendu les pays africains, qui disait que c'est des relations qui sont fondées sur l'influence plutôt que sur le partenariat. Donc il y a un besoin de refonder les relations internationales sur la base des critères qui sont le fondement même de l'ONU. Et si on ne revient pas à ça, ce n'est pas que les gens qui ont dénoncé, ils sont en train d'avertir l'ONU que si vous n'allez pas vers cette réforme, l'ONU va imploser. En fait, c'est ce que moi je vois. Le Premier ministre malien l'a dit, le Premier ministre nigérien l'a dit, et je crois que d'autres Premiers ministres... Le président américain, Donald Trump. Beaucoup l'ont dit. Il faut que l'ONU se réforme. Sinon, et l'ONU, et l'Union africaine, si elles ne se reforment pas, ce qui est arrivé à la CEDEAO va leur arriver. Donc il y a une nécessité de réformer l'ONU. On ne peut même pas. À 80 ans, on est en train de dériver vers des relations fondées sur les influences et qui sont contraires aux principes fondateurs de l'ONU. Et donc il faut revenir aux principes fondateurs de l'ONU. Il faut reprendre des relations sur cette base-là. Sans quoi l'ONU risque d'imploser. Ok. D'accord, nous allons avancer. Nous allons à présent parler de l'interview que le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, a accordée aux journalistes nationaux et internationaux pour parler du Niger d'une manière générale. Il a tantôt évoqué l'aspect sécuritaire, politique et bien d'autres. Déjà, quelle analyse faites-vous sur l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, sur la forme, le fond? Comment vous avez perçu l'interview? Bon, le capitaine Ibrahim Traoré a une influence politique qui vient de Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui a été abreuvé aux thèses de Thomas Sankara. Thomas Sankara est plus récent par rapport aux premiers fondateurs de notre République, tels que Modibo Keïta. La vision de Modibo Keïta est un peu éloignée. Si vous prenez les trois présidents de transition, lui, il est plus politique et sa politique a un contenu idéologique qu'il met toujours en avant. Et c'est ce qui transparaît dans cette interview. 10 journalistes qu'il a reçus deux par deux sur des thèmes pour 20 minutes chacun. Et donc, c'est extrêmement important ce qu'il a fait pour expliquer ce qui s'est passé. Mais c'est dans tous les cas pour donner une bonne situation sur le plan économique, sur le plan militaire et répondre à certaines objections.
parce qu'il avait dit et il a reconnu qu'il avait dit si tous les moyens ils sont mis en 3 mois, le terrorisme va disparaître. 3 ans après, on le lui a reproché, il a reconnu. Mais il a dit parce que tous les moyens n'ont pas été réunis et qu'il n'avait pas toutes les informations en ce qui concerne les dispositions, disponibilité en armement. Oui. Il l'a reconnu et que pour y arriver, il y a eu des entraves. Voilà. On a fait des entraves à sa politique et il fallait vaincre tout ça pour remettre l'armée sur pied et c'est ce qui a retardé. Mais moi, ce que j'ai perçu sur ça et qu'on ne dit pas assez, le pays qui fait front le plus entre les trois au terrorisme, c'est le Mali. Okay. Parce que les têtes de ce terrorisme-là, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de Maliens qui sont arrivés à ce niveau, à ce sommet, que les terroristes des autres pays. Oui. Si vous regardez, comment est-ce que Yad Agali, c'est une tête brûlée de ce terrorisme. Amadou Koufa, c'est le terrorisme. Le clan des gens qui étaient au nord et qui ont fui, qui avaient le MNLA, les choses, Azawad et tout, la famille Intala, bon, ils sont tous connus et ils sont en tête. Mais vous ne verrez pas quelqu'un du Burkina, c'était plutôt Bari qui était situé, mais qui n'avait pas cette aura de Yad Agali, de Amadou Koufa. Oui, oui. Il n'a pas cette aura. Au Niger, quand on a fait le coup, quand il y a eu le coup d'État de Tiani, il y a certaines personnes qui sont sorties et qui voulaient réemboucher la trompette de la séparation. Mais ce n'est pas allé bien loin. Donc aujourd'hui, ce que moi je crois, le Mali était un maillon qu'il faut casser. Et si le Mali tombe, toute l'Afrique de l'Ouest allait tomber. Oui. Voilà. D'accord. Et nous avons plus d'efforts à fournir pour faire face. C'est pourquoi les autres parlent économie, nous on parle sécurité. Plus sécurité qu'économie. Voilà. D'accord. Nous allons nous intéresser au volet défense et sécurité par rapport à l'interview qu'a donné le capitaine Ibrahim Traoré à la presse. Et quelle lecture faites-vous de sa vision dans le domaine de la sécurité? Il a évoqué pas mal de choses qu'il est en train de mettre en place pour pouvoir faire face à la guerre au Burkina Faso, notamment la création des VDP, la fabrication d'armes et autres. Il a dit une chose, un pays qui n'a pas d'armée n'est pas un pays. Et c'est cette vérité fondamentale que le Mali a eue quand nos autorités actuelles sont venues au pouvoir. Ils ont consacré la priorité à l'armée, à la restauration de la chaîne de commandement, à l'équipement de l'armée et au rehaussement du moral de la troupe, à la formation aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Et tout le monde, c'est ce que tout le monde fait. Il n'a pas dit autre chose. Mais simplement, sa différence avec nous, il y a une société civile organisée comme les VDP. Vous savez, je crois que c'était sur l'une des stations d'ici, on avait évoqué la défense par les citoyens. Et je crois qu'il y avait un journaliste aujourd'hui qui a fui, qui est au Sénégal, qui avait combattu cette idée en disant on ne sous-traite pas la sécurité du pays, surtout à des individus. Mais c'est faux. Et on avait embouché cette trompette. Tout le monde s'était engagé là-dedans. Mais les partisans, oui, à la fin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens qui se sont livrés à l'intérieur de la France occupée, qui se sont armés, qui ont combattu les Allemands par des sabotages, par des rails qui sautent, par des attentats contre des officiers, par tous les moyens qu'ils ont employés. Et De Gaulle s'est appuyé sur eux. C'était des civils, c'était des enseignants, c'était des maîtres maçons, c'était des ceci ou de cela, qui n'avaient aucune expérience, qui ont pris les armes pour défendre leur pays. Aujourd'hui, quand les dozos prennent les armes chez nous, on crie au scandale. Mais les VDP sont en train de prouver que même des civils peuvent, et d'ailleurs la Constitution demande qu'à un certain moment donné, chacun s'emploie, même en prenant les armes pour défendre le pays.
Ça, c'est un fait. Mais tout ce qu'on reproche au fait d'avoir des civils qui vont s'armer et qui vont défendre leur terroir, mais il suffit d'encadrer ces organisations civiles de défense par des officiers, par des soldats aguerris. Et pour chaque rassemblement, on peut mettre sous la coupe d'un officier, d'un sous-officier, d'un commandement des militaires pour les canaliser. Et chaque fois qu'on donne des armes à quelqu'un, l'identité est relevée, le numéro de l'arme est relevé. Et au bout du compte, quand on aura fini, on peut récupérer. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vivre avec eux. Oui. Un encadrement militaire qui va vivre avec eux, qui va diriger leur action et qui va les empêcher le plus possible de commettre des impairs. Oui. Mais ça, c'était possible. Les VDP viennent de nous prouver que c'est possible. Nous, quand sur le plateau, ici où il y avait un débat, un des plus grands plateaux, un journaliste étranger qu'on a peut-être naturalisé, je ne sais pas, s'est mis à dénigrer et nous a mis en retard. Aujourd'hui, la conception de VDP fait florès dans la population de l'AES. Voilà, même si les autorités n'ont pas encore embrayé sur ce chemin-là. Voilà. Donc ça pourrait être une bonne solution dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. En tout cas, on est en train de se priver. Parce qu'on parle chaque fois du manque d'effectifs. Et s'il n'y a pas, les moyens ne sont pas donnés pour recruter beaucoup de militaires, je pense que les VDP, ça ferait l'affaire en attendant les moyens. Et d'ailleurs, on parle chez nous des dozos surtout, mais les dozos sont mieux placés pour connaître son environnement. Tout à fait. Plus que les terroristes qui vont venir. Et ils ont beaucoup plus de raisons de défendre leur terroir parce que c'est leur famille qui est là-bas. C'est leur connaissance, c'est leur environnement naturel. Et donc se priver de ça, bon, je ne sais pas, on ne l'impose pas, mais je pense que ça peut contribuer avant que la situation ne se dépose. Parce que quand on a déloché les djihadistes des endroits qu'ils avaient conquis, ils se sont éparpillés. Et ils commettent des coups jusqu'à aujourd'hui où ils sont en train de s'attaquer à l'économie du pays par les chemins où on s'approvisionne en carburant. Et ce n'est que le carburant, même les marchandises solides aussi, ils peuvent s'y attaquer. Donc, ils se sont dispersés, ils ont changé de forme de lutte. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les dozos ne seraient pas, s'ils sont bien encadrés, à même de sécuriser une bonne partie? Parce qu'une des stratégies aussi qu'ils sont en train de mettre en place, ce n'est pas seulement changer pour changer, c'est qu'ils sont tellement acculés qu'ils veulent obliger l'armée à se disperser. Parce que quand ils attaquent sur les routes, les cars, les camions, les citernes, les camions de marchandises, ils touchent à l'économie. Et la défense est obligée de faire des détachements pour les escortes. Et ça diminue d'autant le nombre de militaires sur le front. Voilà ce que... Oui, et ça demande des coûts aussi. C'est un coût aussi, voilà. Oui. D'accord. Il a tantôt parlé également de la fabrication d'armes. Il a dit que très bientôt, le Burkina n'achètera plus d'armes dans un autre pays. Comment voyez-vous cette politique? Est-ce une nécessité pour le moment? Est-ce que les pays de l'AES mettent la main dans la pâte en créant ou en fabriquant des armements? Bon, on n'a peut-être pas les mêmes problèmes pour le moment, mais même le Mali a l'ambition de fabriquer des armements. Mais le Mali est dans les chars, ou bien c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Je crois qu'ils veulent monter des choses, parce que on voit que nous sommes obligés de nous armer. Et lui, il a choisi un coin, une stratégie. Est-ce que c'est les armements lourds ou bien c'est les armements portatifs individuels? Donc, ça veut dire que nous sommes partis parce qu'il avait dit, il est en conformité avec ce qu'il a déclaré. Nos pays sont confrontés à une guerre de longue haleine. Donc, il s'est dit, ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Autant, on va continuer à s'armer. Et pour continuer à s'armer, il faut en fabriquer chez nous-mêmes
plutôt que d'en importer chaque fois. Ça peut permettre de diminuer les coûts, d'accélérer l'armement individuel de tous ceux qu'on veut recruter. D'accord. Le capitaine Ibrahim Traoré a également parlé d'une expression albinos noir sans pour autant donner d'explication. Quelle interprétation donnez-vous à cette expression? Bon, albinos noir, qu'est-ce que ça représente dans l'esprit de nous autres Africains? L'albinos blanc, on a tendance à les sacrifier. Ok. Et ça fait à un moment donné trop de problèmes. Même dans nos pays environnants, on sacrifie pendant les périodes de campagne. Oui. Il y a des albinos qui disparaissent. Ça a été un grand problème. Et ils sont vulnérables. Contrairement à l'albinos noir, c'est-à-dire que l'albinos noir, dans l'esprit, dans l'imaginaire populaire, même les féticheurs n'arrivent pas à les avoir, à leur jeter un sort. Ils sont naturellement protégés. Donc si on part de cette idée d'invulnérabilité de l'albinos noir, ce que nous on appelle gombele, gombele fille. Oui. Donc c'est peut-être quelque chose qui est lié à cette invulnérabilité. Maintenant, qu'est-ce qui peut être lié à l'invulnérabilité? Je ne vois que deux choses. Lesquelles? On fait de la spéculation. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas parlé, il a laissé les choses. Voilà. Si on part de cet esprit d'invulnérabilité de l'albinos, c'est quelque chose qui nous rendra invulnérables. Donc, c'est sur le plan de l'armement, qui sera un armement tellement décisif qu'il permettra de mettre fin à la guerre. Ou alors, ce qui court dans beaucoup d'analyses, c'est la création de notre franc. Parce que chacun s'est dit aujourd'hui, si nous sommes encore harcelés, cela vient d'une bonne part de ce qu'on utilise encore le franc CFA. Si on se retire du franc CFA et qu'on crée notre propre monnaie, ça va dégonfler beaucoup de choses. Donc moi, je vois que c'est deux hypothèses. Mais encore une fois, je donne ma langue au chat. C'est des spéculations, je ne sais pas. Voilà. D'accord. En tout cas, dans très bientôt, nous allons découvrir ce que c'est que l'albinos noir évoqué par le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré. Avant de finir avec ce thème, une dernière question, parce qu'on a vu qu'il a également traité certains d'entrepreneurs politiques. Comment voyez-vous cette expression, entrepreneur politique? Bon. Est-ce qu'ils existaient dans notre pays aussi, les entrepreneurs politiques? Partout, ça existe. Vous savez, nos pays ont fait un coup d'État qui n'a pas plu à la France. Quand on fait un coup d'État, il y a les tenants de l'ancien pouvoir qui veulent coûte que coûte revenir au pouvoir et qui se sentent visés. Ça existe dans tous nos pays. Et qui peuvent essayer de se réorganiser pour essayer de contrer les transitions qui sont en place. Et c'est ce qui est arrivé à toutes les transitions. On l'avait expliqué une fois ici, d'accord qu'il y ait un coup d'État, mais il faut vite revenir à l'ordre constitutionnel normal. Ce qui fait que les causes pour lesquelles on a fait le coup d'État, ces causes ne sont pas redressées. Et si on revient à l'ordre constitutionnel normal, on prend les mêmes choses pour recommencer la même chose et espérer un résultat différent. On a vu que c'est ce qui cause les successions de coups d'État dans un pays. Parce que je l'avais une fois dit ici, le coup d'État contre Modibo, c'était contre le parti unique. Le président Moussa Traoré a fait ça, mais ce qui était décrié, nous on était encore enfants, ce qui était décrié c'était le parti unique. Mais quand Moussa Traoré est venu, en voyant la réalité du pays, il a lui-même, le parti unique de Modibo, ce n'était pas constitutionnel. Parce qu'il y avait le multipartisme, ce n'était pas. Il y avait le parti PDS ou quelque chose comme ça, de Filidabo. Il y avait d'autres petits partis. Mais il a réussi à prendre toute la place. Et ce n'était pas un parti unique constitutionnel. Mais quand Moussa Traoré est venu au pouvoir, il a fait un parti unique constitutionnel. Donc il est allé plus loin que ce qui avait été décrié du temps de Modibo. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, du temps de Modibo,
la corruption, c'était pas la corruption, c'était même pas la petite, c'était le détournement de deniers publics. Quelqu'un qui garde des sous prend l'argent dans la caisse et s'en sert. C'était surtout ça. Mais quand Moussa est venu, on a dit les châteaux les châteaux de quoi là, des militaires qui se sont fait de l'argent. Mais c'était à millions. On leur reprochait des millions. Mais quand cela n'existait pas du temps de Modibo. C'était des gens qui prenaient dans la caisse de l'argent et puis après on leur mettait une ardoise au cou. On avait honte même. Mais avec le régime militaire qui est venu, les gens ont commencé à pratiquer la corruption. Et Moussa Traoré, le général Moussa Traoré avait des expressions précises qui est la corruption, la concussion, la prévarication. C'est lui qui est venu avec tous ces thèmes pour essayer d'englober tout le phénomène. Bon, mais c'était à millions. On a dit les châteaux de la sécheresse, parce qu'on s'était dit c'est des gens qui ont construit des immeubles à 1 ou 2 étages avec de l'argent de la sécheresse qu'ils ont détourné. Maintenant, il y a eu un coup d'État contre Moussa. Pourquoi? Parce que le leitmotiv qu'on donnait en ce moment, c'était on ne veut pas on veut la démocratie, c'est-à-dire le multipartisme. Oui. Donc les gens étaient toujours opposés au parti unique, comme du temps de Modibo. Ensuite, les gens étaient en train de dire Manu, la Kokadje, la main propre. Ce que les Italiens appellent la corruption manipulité. Bon, la corruption en somme. Et il fallait lutter contre ça. C'est sur les 2 slogans que l'on entendait, surtout qui étaient évoqués contre Moussa Traoré. Mais quand Moussa Traoré a chuté, qu'est-ce qu'on a fait de ces 2 problèmes? Effectivement, ils ont créé le multipartisme. Donc le parti unique a disparu. Ça, c'était un acquis par rapport à l'ancien système. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On est parti des détournements qui se faisaient en millions à des détournements qui se faisaient en milliards. Par quel mécanisme? Par des mécanismes qui étaient impliqués dans les structures, dans les écritures même, dans les droits, dans les codes. Parce que cela dérivait du fait que les ministres, normalement en matière de comptabilité, l'ordonnateur ne peut pas être celui qui contrôle les dépenses, le contrôleur. Les 2 fonctions sont séparées. Mais on a fait des ministres, des ordonnateurs et même en même temps des contrôleurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ce qui a favorisé ces détournements massifs, c'est que on a institué un privilège de juridiction pour les ministres. En ce sens que les ministres n'étaient pas poursuivables par la voie normale de la justice, par le simple procureur. Par le procureur. Pour être poursuivi, sa poursuite et sa mise en accusation relevait de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, si on est ministre, c'est qu'on on est au minimum allié du pouvoir en place. Et quand on détourne de l'argent, on est là, on emploie des gens qui sont dans le parti, on les met à des postes de responsabilité, on détourne de l'argent, on en donne au parti. Donc c'était de mal en pis. Voilà, de mal en pis. Est-ce que les députés chargés de les mettre en accusation vont les mettre en accusation, alors que quand ils détournent, ils viennent donner au parti? C'était se faire harakiri. C'est pourquoi la haute cour de justice n'a jamais eu, pendant tout ce temps, un seul dossier. Donc vous voyez que les coups d'État qui ont été motivés, les raisons qui ont motivé des coups d'État n'ont pas été traitées. Même Amadou Aya a été, après leur coup d'État, on a dit non, organisez-vous juste pour céder le pouvoir. On a reconduit les mêmes choses et on a repris les mêmes choses. Mais à ce jeu-là, c'est ce qu'on voulait faire après ce coup d'État. On voulait, comme d'habitude, qu'ils rendent le pouvoir et qu'ils s'en vont. Mais les problèmes ne seront pas traités. Et ceux qui vont venir sont incapables de traiter ces problèmes-là. Incapables parce qu'ils se sont toujours montrés incapables de le faire. Et donc, ils n'ont pas le coffre nécessaire pour faire face à la France. D'autant qu'eux, ils viennent d'une situation où ils ont exercé le pouvoir et dans tous les ministères, il y avait des coopérants français qui savaient ce qui se passait. Et donc, qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'ont pas des dossiers sur beaucoup d'entre eux?
D'accord. Voilà. Ok, nous allons rapidement aborder notre dernier thème qui est la visite du président nigérien, général Abdourahmane Tchani, au Mali et au Burkina Faso. Dans quel contexte mettez-vous cette visite du président nigérien à M. Koulibaly? Bon, je ne peux pas dire que plus que ce que lui-même il a dit au Mali et au Burkina. Oui. Il disait que c'était une tournée pour venir remercier les transitions en place qui ont apporté au Niger Oui. leur appui, soutien, oui. leur soutien quand on a voulu envoyer un contingent de la CEDEAO pour les attaquer. Mais il a ajouté que nous avons ensemble conçu des choses, qu'à cette époque-là, il faut peut-être évaluer le chemin parcouru pour savoir ce qu'il reste à faire. Mais je ne crois pas trop que ce soit ça. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans son interview qu'il y a les experts, il y a les ministres qui se réunissent autour des problèmes, qui se concertent tout le temps. Et si cela est vrai, pourquoi est-ce qu'il avait besoin, lui, de se déplacer? C'est que pour évaluer les distances parcourues et ce qui reste à faire. C'est que les ministres, les différentes entités qui travaillent pour l'AES, les différentes commissions mises en place, étaient à même d'évaluer ça et d'adresser ça à tout le monde. Okay. C'est pourquoi je doute qu'il a donné ces raisons qu'il a données ne sont pas réellement les raisons. Okay. Ce que je peux admettre comme raison, c'est le fait de dire qu'il est venu remercier les Burkinabés et les Maliens pour leur soutien quand on a voulu attaquer le Niger sur le plan militaire. Ça, c'est possible. Mais ce qu'il y a en dessous... on peut dire que quelque chose se prépare? Peut-être. Mais est-ce que même dans ce cas, lui seul, n'étant pas le président de l'AES, pouvait se déplacer? Est-ce qu'il se déplace au Mali pour un problème particulier avec le président de l'AES, en exercice de l'AES? Peut-être ça peut se comprendre. Mais il fait le même voyage au Burkina. Je ne suis pas très sûr qu'il ait dit réellement c'est pourquoi il était venu. D'accord. Voilà. Je pense que nous aurons le temps de découvrir la raison dans les jours à venir. Il a parlé également que la visite était dans le but de faire le point des progrès de l'AES. Maintenant, vous, quelle appréciation faites-vous du bilan de l'AES? C'est une question à 2000 balles. Oui. Avec précision et concision, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Bon, l'AES... Le bilan est-il positif ou... On ne finit jamais. Positif, ce serait positif le jour où on aura tout fini. Okay. On ne l'a pas encore fini. C'est un long chemin ardu. Et comme on dit, ces pays-là étaient atteints par un cancer qui s'est métastasé. Pour reprendre tout ça en main, il y a tellement de chantiers, tout est priorité. Okay. Comme l'a dit... tout est priorité. Le président Assimi l'a dit, le président Ibé l'a dit, tout est priorité. On était tombé tellement bas qu'il n'y avait pratiquement pas de pays. Donc les objectifs pour relever le pays, ça ne sera pas facile. Et surtout avec ce terrorisme qu'on est en train encore de traîner avec nous. D'accord. Donc, et surtout avec nos relations qui sont bouleversées sur le plan économique. Avec les autres partenaires classiques, on a tout fait pour nous ralentir ou pour nous brimer dans notre marche. Il faut se débarrasser de tout ça. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec les présidents Assimi et Ibé que c'est une lutte de longue haleine. Voilà. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Koulibaly, quels sont vos mots de la fin? Bon, je crois que ce que je peux dire, puisque essentiellement on a parlé des discours à l'ONU, c'est que, comme le général de Gaulle l'a dit, l'ONU est devenue un machin. On va là-bas, on fait du folklore, on s'adresse aux gens. En réalité, à part les discours de certains pays très puissants, comme les États-Unis, la salle se vide. On ne vous montre jamais toute la salle. Il y a des groupuscules qui restent, mais on va là-bas,
surtout pour le pays qui doit intervenir, à ces gens là-bas. Oui. Mais dès qu'ils finissent, ils évacuent. Tandis que d'autres montent, d'autres présidents montent pour tenir leur discours. Et donc, on vide la salle parce que ça ne nous intéresse pas trop. Mais quand il s'agit des États-Unis, on ne vide pas la salle. Ok. Quand peut-être il s'agit de la Russie ou de choses, on ne vide pas la salle. Oui. C'est ce qui est arrivé au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. On a vidé la salle. Il y a un groupuscule qui est resté. Donc, en fait, on va là-bas. Ce qui est plus important, c'est au-delà de l'ONU, toute la population auquel on s'adresse à travers Les médias. les médias de l'ONU. C'est surtout ça. Sinon, la salle, il n'y a presque personne là. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Coulibaly, Merci pour à vos vous. interventions de qualité. Merci. Vous l'aurez compris, ainsi s'achève cette émission Paroles aux Africains de ce vendredi 3 octobre 2025. Nous étions avec Monsieur Daniel Coulibaly, inspecteur de la douane à la retraite. Nous avons évoqué 3 thèmes, à savoir le discours du ministre togolais des Affaires étrangères. Nous avons évoqué le discours de l'AES tenu par le premier ministre malien général des divisions, Abdoulaye Maïga, ainsi que l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.